Un marronnier à la française ? Vous savez sans doute qu'un marronnier désigne aussi, en dehors de l'arbre, un sujet d'actualité qui a tendance à revenir régulièrement sur le devant de la scène. Donc tout de suite, ne nous voilons pas la face et dévoilons l'un de ces sujets qui est ressorti récemment, le hijab de running, commercialisé puis décommercialisé par Decathlon. Entre tentations hystériques genre c'est la fin du monde, ou de notre monde plutôt, et ou badines du genre oh là là, ce sujet il nous gonfle, il n'y a pas d'autre chose plus importante à discuter, notre émission justement vise à nous éclairer sur ce sujet. Premier tour de table, messieurs, sur une échelle de 0 à 10, j'espère que vous savez compter. 0 représentant, je suis plutôt badin par rapport à cette actualité, Philippe, franchement moi je trouve qu'il y aurait plein d'autres sujets à traiter, c'est pas sérieux tout ça. Ou carrément 10, hystérique, ça me met en colère, ça crée des choses en moi, je suis comme un volcan en éruption. Comment vous sentez-vous ? C'est parti entre 0 et 10. Bonjour Philippe. Bernard, hello. Alors moi je suis à 8. Waouh ! Voilà. Bernard, le fait qu'il ait pris tout de suite cash comme ça la parole indique déjà le ton. Moi je suis à 8. Je suis à fond là. Va falloir lui laisser du temps de parole, il a des choses à dire. À fond la forme. Forcément. Il fallait que je la fasse. Énorme. Alors, on a un 8 sur 10 ici. Ensuite, David. Je vais dire 0 parce que je n'ai pas envie de discuter de ce sujet-là, de la façon dont on me l'impose. Merci, au revoir. Alors, au revoir, je vais vous laisser et me recoucher. Il vient promener son chien. Il y a plein de choses certainement très intéressantes David, à dire, mais c'est difficile d'enlever toutes les couches de beaufitude qui sont autour de ces sujets-là pour rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va passer déjà 40 minutes, je pense, à éviter, à décortiquer les choses, et ça me fatigue, j'ai envie de me recoucher. Je vais vous proposer qu'on prenne pas 40 minutes, mais effectivement, ça sera l'une première partie, puisque éclairage a aussi pour objectif, quelle que soit son opinion après derrière le sujet, de poser les choses calmement, les faits et les contextes. Donc on a un 8, on a un 0 pour les raisons que tu viens de préciser. Marc ? Eh bien, je serai à 5. Au milieu. La voix de la sagesse, Marc, toujours. Franchement, c'est pas un sujet fondamental, mais en même temps, il dénote un certain nombre d'attitudes de notre société et pose peut-être un certain nombre de questions, de positionnement entre droit des femmes, droit à exprimer sa foi religieuse à travers un vêtement, etc. Voilà, on pourra en discuter. Et rien que le ton que Marc a pris, je trouve, tout de suite ça m'apaise. Voilà, tout de suite, moi je sens déjà... La sagesse, voilà, Merci. C'est énorme. On va pas s'envoyer des marrons, même si c'est un marronnier. Bon, fais gaffe, ça sent la mise au placard, ça, des fois, quand on est trop sage, il faut faire attention. Bon, alors, du coup, on va traiter le sujet, on va essayer, en tout cas, en 3 parties. D'abord, effectivement... poser les faits et les contextes, ça va me faire du bien aussi à moi, ne serait-ce que par exemple pour distinguer les différents types de voiles. Mais commençons par des choses simples aussi, d'accord ? Ensuite, effectivement, ça pose un certain nombre de questions qu'on proposera de poser et de mettre sur la table. Et puis enfin, on pourra peut-être terminer. Et le voile, chez les chrétiens, en règle générale, d'un point de vue pluraliste, le voile dans la Bible, par exemple, est-ce que nous aussi, en tant que chrétiens, encore une fois au sens large, on a nos histoires de voile. Donc c'est tout de suite ce qu'on va voir ensemble. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout... de bonne foi. Éclairage. Alors à propos de ce hijab de running commercialisé puis décommercialisé par Decathlon, on se propose de poser quand même 2-3 faits avant qu'on rentre dans une éventuelle hystérie collective. Donc je ne sais pas si j'ai envie de donner la parole d'abord à David. Si quand même, malgré ton 0 tout à l'heure sur 10. En tout cas, l'effet, c'est que voilà, il existe dans les pays musulmans et au Maroc, je crois, la commercialisation de ce truc qui s'est fait. Et Decathlon a proposé ça à la vente en France, comme tout bon importateur qui essaye de s'adapter aux besoins du marché, en sachant qu'il y a une population musulmane en France, et l'a proposé. Voilà. Et donc après, je ne sais pas d'où est partie vraiment la polémique, mais je pense qu'il y a des gens qui sont affûtés là-dessus pour surveiller tous ces trucs-là et essayer de les monter en épingle. Sans doute. Pour dire que voilà, c'était une façon de normaliser certainement une affirmation de visibilité qui devient pour certains une marque,
intrusive dans la vie publique. Gardons ça peut-être pour la deuxième partie, voilà. effectivement. Donc, un fait déjà, ce produit existe déjà dans d'autres marques ailleurs, ok voilà. On est d'accord. Et donc, en fait, le produit, c'est comme un hijab, donc le voile, simplement, il est conçu pour quelqu'un qui transpire. Puisque pour éviter trop de transpiration, parce que si pour absorber la transpiration synthétique, après... Bon, voilà, c'est ça. Le descriptif est assez si on court avec un hijab normal, on crève de chaud, c'est sûr, parce qu'il n'est pas conçu pour la... Voilà. Après, bon, ça, c'est dire les gens qui courent et qui ont besoin de ce voile, ils sauront mieux que moi pourquoi c'est utile, mais et il y a eu quand même non seulement un montage en épingle et puis sur les réseaux sociaux des agitations avec tous les groupes qui sont prêts. Pas encore, David. Et il y a aussi eu des prises de position du gouvernement, de membres du gouvernement. Très diverses. Qui, pour moi, m'interpellent énormément. Ok, très bien, on y reviendra. Juste une précision, Bernard, donc, si je peux. Qui était à 8 J'étais à 8, mais là, c'est pas sur le 8 que je reviens, c'est sur la différence. Tu parlais des différents voiles. Oui. Alors, on vient de parler de hijab. Ouais. Alors, dès qu'on parle d'un voile islamique, on pense tout de suite au niqab. Ouais. Qui laisse juste voir les yeux. Ok. C'est ça, je crois, le niqab. Oui, juste voir les yeux. Et là, le hijab je suis pas prêt, moi. laisse voir la face comme la loi. Donc, qui couvre la chevelure et la chevelure. Ce qui est légal au regard de la loi française. Deuxième fait, le port de ce voile est légal, en tout cas dans l'espace public. Tout à fait. On est d'accord ? Oui, bon, très bien. C'est ce que je voulais préciser. D'ailleurs, les réactions disent, on sait bien que c'est pas illégal, notamment Agnès Buzyn, je crois, disait effectivement, on sait bien que c'est pas illégal. C'est pas sur ce sujet, ok ? Alors, d'autres faits... On a, j'allais dire, un commerçant puissant qui est Decathlon, qui se dit, on le commercialise déjà ailleurs, il n'y a pas de raison, parce qu'il y a une demande en France, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le commercialiser. Visiblement, d'un seul coup, en rendant public cette commercialisation, un tollé, à travers des mails, des tweets, etc. Enfin, l'ensemble, un certain nombre de personnes sur les réseaux sociaux lancent des diatribes très fortes vis-à-vis d'Eclaton, en disant à quoi il joue, que c'est inadmissible, etc. Des propos une nouvelle fois extrémistes qui, moi, je l'avoue, me font peur. On vient de vivre une période quand même ô combien inquiétante et hallucinante en Alsace par rapport à l'atteinte à la foi juive en tant que telle et à l'histoire et aux racines juives. Et je me dis, ça rentre aussi quand même dans ce contexte. C'est-à-dire, des personnes considèrent qu'il est inacceptable de porter et d'émettre et de vivre quelque chose qui est différent de ce qu'ils croient. Et ça, c'est dramatique. Alors, oui. Peut-être qu'en termes de faits, il faut effectivement poser qu'il n'y a rien d'illégal dans tout ce qui s'est passé, sauf une chose. Il n'y a rien d'illégal de commercialiser ça, de le porter publiquement. Il n'y a rien d'illégal aussi de s'opposer et de marquer son indignation et même de signer des pétitions pour appeler au boycott. Pour moi, ça fait partie de l'expression publique. Okay. Il y a une chose qui pourrait être illégale. Je parle en termes de légalité. Tout à fait. Il y a une chose qui serait illégale, c'est qu'un membre représentant l'autorité publique, donc par exemple un ministre, s'exprime d'une façon non neutre, en critiquant d'une certaine façon voilée, critiquant une religion. David. Et ça, c'est illégal. Ça n'est pas dans le sens de la loi sur la laïcité qui dit que les membres du gouvernement, le pouvoir est neutre, ne voit pas. David, il ne devrait même pas voir le problème. Je partage totalement ton avis et effectivement le droit d'expression sur quelque chose qui choquerait. Autrement dit, on a le droit de critiquer l'islam. C'est le socle de notre démocratie, c'est le socle du respect des opinions de chacun, sauf quand l'expression devient et appelle à la vengeance, à l'injure, à la mort. Mais ça tombe sur le coup de la loi. Quand j'ai parlé de ces tweets, etc., on était dans ce domaine-là. Et là, ça devient inadmissible. Et là, ça devient inquiétant. Donc, du coup, dans les faits, quelqu'un qui était certainement très inconnu jusqu'à il y a peu de temps, le community manager Yann, le fameux Yann, est passé tout d'un coup de la personne la plus connue en France. Et c'est lui-même qui a donc, à un moment donné, justifié d'abord la commercialisation. Il a essayé de le faire calmement. Et ensuite, au vu de la violence et de l'hystérie, moi, j'assume le terme d'hystérie. Là, maintenant, je suis déjà un peu dans l'opinion, je le sais bien, lié notamment aux réseaux sociaux. Il y a eu un revirement annoncé par le directeur de la marque. Ce que tu mets en avant, Philippe, aussi, on a déjà eu l'occasion à de multiples reprises de le dire sur cette antenne, c'est quand même cette société... je veux dire, en 24 heures, tout se joue. On est dans une spirale. Et puis, dans une semaine, tout le monde en aura
on aura oublié cela et on passera à autre chose. Moi, il me semble que là, il y a quelque chose qui vraiment m'inquiète sur la manière dont on vit, dont on n'est pas capable de prendre du recul et tout de suite, on est dans l'impulsion et l'impulsion amène à dire on va vendre, on reçoit plein de coups et on va plus vendre. Tout ça en 24 heures. Et je pense que ça peut nous arriver à tous. Ça fait partie des questions liées aux réseaux sociaux. Moi, je me demande s'il n'y a pas de nouveau. C'est la forme moderne du lynchage du Moyen-Âge, quoi. Hein. Des phénomènes de foule, des bruits lancés. On n'est pas loin de ça. Un hérétique, une sorcière. Le goudron et les plumes pour un mode un tout petit peu plus cowboy. Western. Moi, j'adore. Voilà. En termes de faits, concrètement, les marques qui proposent déjà ce genre de vêtements, Nike, Gap, H&M, Uniqlo. Uniqlo, je crois que c'est un groupe japonais. Oui. Il me semble qu'H&M, c'est suédois. Et parmi les différentes réactions... Nike, espagnol. Si mes fils m'entendent, ils me tuent. Parmi les différentes réactions, David, à juste titre, a souligné qu'elle venait de pas mal de bords. Hein. Citons François Bayrou, alors chacune avec sa sensibilité, bien sûr. François Bayrou, Corinne Lepage, qui était l'ancienne ministre de l'Environnement. Gérard Larcher. Gérard Larcher du Sénat, bien sûr. Aurore Berger, Dupont-Aignan, Naturlich, j'allais dire. Valérie Rabault, qui est présidente PS de l'Assemblée nationale. Donc voilà. Le retrait a été décidé le 26 février dernier. Donc si toi, Bernard, pour ton prochain jogging, tu voulais avoir ce hijab, c'est mort. Faut que tu l'achètes sur Internet. Amazon. Pardon, ou d'autres sites de vente en ligne, puisque normalement... Et donc, au niveau des faits, on a quand même rappelé que la loi française interdit les signes religieux ostensibles à l'école et au niveau des administrations. Sinon, effectivement, ce hijab est parfaitement légal et il ne s'assimile pas à une burqa ou au niqab. Donc, attention aux différents types de voiles. Hein. C'est ça ? Ok. Bon. Oui, c'est important de le dire et de le redire. Marc. La base de la laïcité, c'est de permettre, dans le respect de chacun, de pouvoir exprimer sa foi. Okay. Mais de pouvoir le faire, je veux dire, aller faire son jogging avec un hijab aujourd'hui en France ne devrait pas poser de problème en tant que tel. Alors, ce qui est ressorti dans les expressions, on a mis en avant la question de la laïcité. Il me semble que c'est beaucoup plus dans les prises de parole que j'ai pu entendre la question du respect de la condition féminine. Alors, on y va, pour les questions que ça pose. Là-dessus me surprend encore tout le temps, c'est de dire, est-ce que on peut être aveugle sur le fait qu'un nombre, aujourd'hui semble-t-il, de plus en plus important de femmes musulmanes, revendiquent le droit de porter le voile pour signifier leur appartenance à une foi. C'est une réalité. Est-ce qu'on leur interdit complètement cela ? C'est pas dans le cadre de la laïcité française. Alors, est-ce que c'est un sujet de débat, du coup, parce que les opposants disent je serais curieux de savoir quelle est la proportion de ces femmes qui le revendiquent ou qui le subissent. Et là, c'est un des arguments qui a été mis sur la table, c'est un signe public d'oppression de la femme, et nous, en France, on veut pas ça. Ouais. C'est ça, David ? Alors moi, j'ai deux réflexions. Je voulais pas prendre... tu voulais dire quelque chose ? Vas-y. Tu as 2 heures. D'accord. Alors, 1 heure pour chaque question. Tout à fait. Déjà, le fait de savoir, est-ce que c'est un signe ostensible pour affirmer sa religion ? Je pense que déjà, il y a un sujet, il y a une discussion là-dessus de savoir. Matière à débat. Eux considèrent qu'ils doivent le mettre par obéissance, peut-être aussi parce que c'est un geste. Je pense que aussi socialement pour montrer que voilà, je suis une femme vertueuse et donc on ne m'aborde pas de n'importe quelle façon. Enfin, je veux dire, il y a un truc dans la relation avec les hommes et tout ça, mais je veux dire. Ça n'est pas forcément un geste de proclamation de sa religion à la face publique. Je veux dire, je suis pas sûr. Ok. C'est un sujet. Donc en tout cas, c'est un sujet de débat. On peut être pour, on peut être contre. On peut en discuter. Certainement, ça serait bien d'avoir des musulmans avec qui discuter de ça d'ailleurs. Et puis l'autre chose, c'est que qu'est-ce que ça veut dire se soumettre à quelque chose et être obligé d'eux. Parce que des cas où une femme risque de se faire battre par son mari parce qu'elle ne met pas le voile, ça doit exister, bien sûr, comme dans d'autres familles non musulmanes où il y a des relations de pouvoir violentes qui existent. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver que dans des quartiers qui sont vraiment très communautarisés, des femmes puissent vraiment subir un harcèlement moral si elles ne mettent pas le voile, si elles ne passent pas au voile, d'accord ? Et ça, on va considérer que c'est inacceptable parce que le harcèlement est interdit. Le harcèlement moral est interdit. Okay. Mais, de toute façon, une femme qui choisit librement de le fait de toute façon sous la pression, sous l'influence de son groupe social. Et ça, c'est quelque chose dans lequel chacun de nous est mêlé. C'est inévitable. C'est-à-dire que, pour moi, je vois une femme, je vois des femmes, je vois des gens
dans cette religion ou dans d'autres, qui essayent de se bricoler une vie juste. C'est-à-dire, ils le font en appelant aux valeurs ancestrales, les valeurs d'une religion qu'ils ont héritée ou auxquelles ils ont adhéré librement, puisqu'on peut changer de religion aussi en France, et qui essayent de trouver des bons compromis entre leur fidélité à leur tradition et leur envie de vivre pleinement leur vie citoyenne et d'exprimer une certaine liberté. Donc peut-être une femme qui court avec son hijab, elle essaye de faire cette complexe composition. Il y a de la modernité, Voilà, c'est pas la femme à la maison qui fait les cookies. Elle bricole avec ce qu'elle peut. Pour moi, c'est ça. Et on fait tous ça. Okay. Donc, elle fait ça. Bon. Il y a des influences. Et puis, en même temps, je pense qu'il y a aussi un besoin de sécurité, parce que je crois qu'il y a la sécurité du groupe. C'est-à-dire, on fait apparaître à partir d'un groupe, on n'est pas trop différent des autres, et ça, c'est protecteur. Et en même temps, ça nous étouffe un petit peu. Voilà. Qui n'est pas soumis à cette question-là? Alors, bien sûr, on sait très bien que dans d'autres pays musulmans, la condition de la femme est vraiment très, très mauvaise. Et donc, on se demande si on encourage quelque chose en le permettant en France. D'accord. Exact. Ok. Tu comprends cette interrogation? Je comprends cette interrogation, mais quand même, au cœur de la chose, il faut quand même se dire que ce sont des personnes qui essaient de se bricoler une vie juste. Ok, très bien. Et c'est respectable. Bon, très bien. D'autres choses, Bernard? Moi, je voulais juste tout à l'heure revenir sur ma note rapide de tout à l'heure. Mon 8 sur 10 par rapport à cette problématique était lié à 2-3 réalités. La première, c'était effectivement ce que Marc a souligné tout à l'heure, c'est-à-dire la violence. La violence des réactions et la manière dont, je veux dire, c'est là, l'histoire de ce voile et de cette marque, c'est juste un prétexte pour dénoncer aujourd'hui cette façon dont, effectivement, il y a un emballement médiatique qui se fait grâce ou à cause des réseaux sociaux, et que c'est un lieu où très rapidement, la haine et la violence prennent le dessus. Okay. On n'est pas dans un échange, ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que cette histoire de voile pour faire du sport, je veux dire, non pas elle est vieille comme le monde, mais il y a des Jeux Olympiques où il y a déjà eu des athlètes qui ont couru avec L'athlète américaine court avec un hijab. Hein. Oui, et puis en 2000, à Pékin, je crois que c'était, on a vu courir en 2008, voilà, merci Marc, on a vu des athlètes courir avec le... Et c'est vrai que c'était surprenant, parce que ça faisait partie d'une affirmation, d'une visualisation de quelque chose d'extraordinaire, ou d'inhabituel, on va dire comme ça, pour être plus correct, mais c'est quelque chose qui existe. Là où moi je suis... un peu énervé? Oui, ça me titille un petit peu. C'est ce qui s'est passé lors du dernier tournoi de Roland-Garros, je crois, où on a vu une tenniswoman, Serena Williams, laisser de côté la petite tenue avec la petite jupe et revêtir une combinaison qui avait la particularité de la masser aussi parce qu'elle sortait. Elle était après un accouchement, donc... Et là, il y a eu un tollé, là aussi, sur le corps de la femme, sur la façon dont on s'habillait en public pour faire du sport et tout ça. Je veux dire, là aussi, on est plus sur le registre, comme le disait David, de se bricoler une foi, mais on est dans l'affirmation de ce qu'on est. Mais là, c'était pas religieux pour Serena, par exemple. Mais pourtant, il y a aussi une espèce d'hystérie médiatique. Tout à fait. Donc, c'est pas réservé à l'islam, quoi. Au point que Roland-Garros est en train... Au point que Roland-Garros, aujourd'hui, est en train de mettre en place des règles vestimentaires. Alors, il y a des tournois en Angleterre, je crois que c'est à Wimbledon, où il faut être en blanc de la tête aux pieds. On va pas vérifier sous les habits. Forts, quand même. Mais voilà. C'est derrière ce que tu dis, Bernard, c'est derrière la question des normes. Des normes, Marc. Des normes. On a besoin certainement, pour une certaine recherche de sécurité, d'être normalisé. Et en même temps, la normalisation, ça veut dire quelle place pour des personnes qui ne veulent pas rentrer dans ces normes. Est-ce qu'une démocratie, est-ce qu'un pays libre ne peut pas permettre à ce qu'on puisse s'exprimer, bien sûr par sa vêture, mais aussi par d'autres formes d'expression, de dire, voilà, on ne rentre pas dans les normes. Pour moi, dans ce débat, il est compliqué. David le disait au début, c'est pour ça que parfois ça me gêne un petit peu de l'aborder, parce que je crois qu'on pourrait trop simplifier les choses. Mais quand même, ce qui me semble être révélateur, c'est une nouvelle fois de poser la question de l'islam en France. Et j'allais y venir. Vous me connaissez, la manière dont une communauté
qui est en nombre de plus en plus importante, donc on ne peut pas faire fi comme si elle n'existait pas. Une communauté qui a des modes d'expression, mais aussi, il faut quand même le reconnaître, sinon c'est beaucoup trop simple, de dire qu'à l'intérieur même de cette communauté, ô combien les débats sont importants. Ô combien un certain nombre de musulmans disent on n'a pas envie de s'enfermer justement dans des normes qui veulent nous imposer un rapport entre croire et pouvoir, entre manière de pouvoir vivre notre foi et manière de pouvoir vivre en société, entre pouvoir religieux et pouvoir politique. Ces questions-là, elles sont fondamentales. Elles nous paraissent aujourd'hui peut-être un peu dépassées dans une société française, mais elles sont de fait l'expression certainement de là où en est l'islam aujourd'hui dans son histoire. Et moi, je pense que c'est une des raisons qu'il faut entendre derrière l'hystérie, même si je la partage évidemment absolument pas, c'est que pour moi, potentiellement pas le musulman, mais une partie d'interprétation de l'islam supprime la différence entre le temporel et le spirituel. Pour une démocratie comme la nôtre, c'est forcément un sentiment de menace. Moi, je me sens régulièrement menacé, ou en tout cas, pas rassuré sur une intégration républicaine d'une certaine pratique de l'islam par rapport à cette prééminence du spirituel, potentiellement manifestée par une charia, sur le temporel. Rupture qui a déjà eu lieu chez nous, entre guillemets, notamment pour l'Église catholique. Je ne suis pas rassuré, moi. Même temps, ce qui est très je comprends l'hystérie. En même temps, ce qui est très difficile, Marc, Philippe, c'est après Bernard, parce que je lui ai coupé, là. La chic. Notre regard, il est toujours, finalement, et c'est une vraie question dans le positionnement et la réflexion que l'on a à avoir, il est avant tout influencé par les extrêmes. Et là aussi, par les extrêmes d'une expression de l'islam, qui ne me paraît pas du tout être la réalité majoritaire au cœur de l'islam. Et je crois que quand on est dans une expérience de dialogue important, en Alsace il est très important, de dialogue entre chrétiens et musulmans par exemple, on se rend compte que les points de convergence, la capacité de s'écouter, la capacité de pouvoir... Entre notables ? Pas contre notables. Okay. Pas contre notables. Et loin de là. Alors, derrière, tu mets quoi en disant cela ? Tu mets ce qui fait la tasse de thé de chacun, les risques qui sont une réalité, d'une certaine forme de communautarisme dans des lieux bien spécifiques, et ô combien en Alsace et à Strasbourg c'est important, des lieux d'explosion sur les modes de vie, sur le logement, etc., qui sont des quartiers à dominante, aujourd'hui, d'un islam radical en tant que tel, mais qui inquiète beaucoup les représentants officiels. Ils sont doublés par la droite, quoi, en gros, potentiellement, eux-mêmes. C'est la grande difficulté comment on y fait qu'ils ont à face pouvoir partout dialoguer. dans le monde, je dirais. David. Ok, en tout cas, moi j'aimerais quand même qu'une partie de nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, se sentent entendus dans leurs craintes, dans leurs peurs, parce qu'effectivement, peut-être certains ne sont pas rassurés sur cette rupture entre le temporel et le spirituel. Moi, j'aurais envie de dire que effectivement, c'est un véritable combat. La laïcité, pas forcément la laïcité à la française, puisque vraiment, on est quand même on pourrait discuter de nos amis américains qui ne comprennent pas. Je parle même pas de ce qu'il y a dans la loi française, parce que entre la loi française et les réactions qu'on voit, on voit déjà qu'il y a des différences. C'est-à-dire que tout à fait. Voilà, donc il y a une sorte de réaction comme ça, une culturelle française qu'on voit dans la population et même jusque chez nos gouvernants par rapport à ces questions-là. Donc, il y a un combat quand même qui se joue dans le sens que, effectivement, les religions aujourd'hui doivent accepter de rentrer dans un fonctionnement qui n'était pas forcément celui qu'elles ont connu quand elles se sont créées, ces religions. Voilà. C'est clair. Donc, le christianisme a connu toute son histoire, l'islam aussi d'une façon différente. Et bon, maintenant, voilà, ce qui se passe, c'est qu'on a une religion qui, finalement, a montré, vu le nombre de millions de personnes qu'il y a, qui le pratiquent quand même assez assidûment, on va dire, quand même, je sais pas combien il y a de musulmans pratiquants, mais il y a peut-être eu un regain récent, mais il y a quand même des centaines de milliers de personnes que je pense qui vont régulièrement à la prière et qui font les choses, qui respectent le ramadan et tout ça. Voilà, toutes ces personnes-là sont complètement intégrées dans la société. Il y a pas de problème, on voit pas des révoltes, on voit pas des choses. Ça fonctionne. Sauf que ces personnes-là font face à des mouvements intérieurs qui, eux, sont radicaux et qui viennent, pour moi, d'une chose essentielle,
c'est qu'il y a eu une montée du salafisme, du wahhabisme, importé d'Arabie Saoudite, puisque nous avons eu quand même des intégristes enturbanés et richissimes, nourris par nos pleins d'essence, qui ont... Mais non, mais c'est vrai. Ah, je retrouve notre David. Mais non, mais celui qu'on aime. À un moment donné, c'est quand même ça qu'il faut se dire, c'est-à-dire qu'il y a eu des milliardaires qui ont envoyer de l'argent dans le monde entier pour soutenir une certaine idée de l'islam radical, et que forcément ça a eu une influence même dans des pays les plus libres comme la France et d'autres pays européens, et que ça a même abouti à des vocations de terroristes et tout ça. Voilà, donc c'est-à-dire cette religion musulmane en France, qui pratique avec des millions de personnes et tout ça, est influencée et traversée par ces courants qui essayent de la déstabiliser et de la pousser vers quelque chose qui est plutôt dans le rôle de l'affrontement que dans l'intégration. D'accord. Donc nous, on peut voir ça et on peut s'en inquiéter. Moi, je ne vois pas pourquoi je ne serais pas inquiet de ça, puisqu'on voit que ça provoque même des attentats. Mais je me dis, je vais me dire la même phrase que j'ai prononcée pour une autre émission, je n'ai pas envie que ce soit des intégristes qui me protègent de cet intégrisme-là. Ok. Voilà. Donc moi, je veux dire, ok, je suis conscient des problèmes et tout ça, mais je ne vais pas le faire d'une façon aussi débile que certains barbus moyenâgeux qui essayent de créer leur potentat dans les communautés musulmanes. Voilà, je n'ai pas envie. Je ne donne pas le droit à ces personnes-là, sous couvert de féminisme, et on sait très bien quand est-ce que ces gens-là se réveillent pour le féminisme, tout sous couvert de plein de trucs, d'essayer de rentrer dans des confrontations de religion. Après, maintenant, si on enlève tout ça, si on enlève les idiots de tous bords, on peut peut-être discuter effectivement de ce que c'est que notre recherche d'identité, et de quelle façon est-ce que notre recherche d'identité est bousculée par le regain de valeur ou l'affirmation d'identité d'une autre personne. De quelle façon ça me touche ? Est-ce que ça révèle mes manques ? Est-ce que ça révèle mon peu d'assiduité à l'église, le fait de voir que tout d'un coup il y a un regain d'activité religieuse et de pratique religieuse, c'est dans une autre religion ? Ouais. À noter que nous sommes dans un contexte où la loi de 1905 est susceptible d'être discutée ou rediscutée, et que du coup les débats qui peuvent là maintenant toucher plutôt la religion musulmane peuvent concerner aussi nous autres avec nos autres religions, hein, clairement. Hein. Non ? Oui, je sais pas. Bon, c'est pas le sujet de l'émission. Je sais pas s'il y a eu des propositions à ce sujet, ça serait intéressant de voir. Je crois qu'il y a un socle lié à la loi de 1905 qui, bien sûr, constitue toujours un débat. Le pouvoir qui veut faire évoluer ce socle-là, à mon avis, a excessivement être prudent. Parce que je pense qu'il y a des habitudes qui ont été prises. Finalement, c'est pas plus mal qu'une loi de 1905 reste une loi d'une certaine manière en débat, ou qui pose la manière dont on l'applique. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire la laïcité ? Est-ce qu'on est dans une laïcité que certains voudraient restrictive, c'est-à-dire que dans notre société, il ne peut plus y avoir d'expression publique de la foi. Ce serait, à mon avis, dramatique, mais c'est une tentation. Tout à fait. Confinement certains, dans la vie privée. Est-ce que c'est au contraire ce qu'est le socle de la loi de 1905 ? Actuel. C'est dans le respect, sans bien sûr aucun désir de prosélytisme ou de conversion de l'autre, de pouvoir exprimer ce à quoi on croit. Ok, avant qu'on fasse une pause et qu'on aborde le dernier sujet, Bernard, David, Bernard, David. Oui, juste là, oui, effectivement, mais même le prosélytisme est quelque chose d'autorisé. Après, effectivement, on peut considérer que le prosélytisme religieux ou l'affirmation religieuse est un facteur de dissension, de tension, de trouble à l'ordre public, et que donc, mais alors, je veux dire... Qu'est-ce que si l'affirmation de sa conscience trouble les autres, est-ce qu'il faut se garder enfin je sais pas, est-ce qu'il faut qu'on se mette tous devant les anges de la télé-réalité pour se créer une mini-réalité commune et puis se vider le cerveau en buvant du coca? Oh non David, écoute, mince, respecte au moins le Coca-Cola. Juste avant qu'on aborde et le voile chez nous. Alors chez nous, pourquoi je dis chez nous? Parce que globalement on est quand même ici dans une radio chrétienne pluraliste, ok, et c'est le cas également de l'émission ici. Vous pensez quoi des réactions américaines ou enfin anglo-saxonnes qui trouvent a priori un peu, alors, vous les Français, vous êtes champions du monde pour faire des cirques. Il y a une expression qui le dit très bien. Notre Révolution française a tout fait pour que Dieu ne soit plus dans les mécanismes de la vie politique. Ça, c'est super bien dit, ça. Et j'adore. Aux États-Unis, mais en Angleterre aussi, eh bien, Dieu est le socle même de l'engagement politique. On prête serment sur la Bible. Et paradoxalement, ça change fondamentalement les choses. Oui, paradoxalement, dis-moi. Paradoxalement, du coup, il trouve que vous êtes presque extrémistes, vous les Français, en interdisant à des femmes de porter le hijab. Tout à fait. Voilà, c'est ça en fait. Parce que le rapport à la religion est au moins dans la tête des gens différents. Et qu'aux États-Unis, en Angleterre,
croire, c'est un élément qu'ils estiment essentiel et qui doit pouvoir faire partie de la vie publique. Notamment la liberté religieuse qui est sacro-sainte, sans jeu de mots, notamment aux États-Unis, même si bien sûr leurs modèles qui sont qualifiés des fois d'un peu plus communautaristes, on en a déjà discuté notamment pour Asia Bibi, vous vous souvenez, la communauté pakistanaise qui est très importante en Grande-Bretagne, du coup, ils ont aussi leurs propres problèmes. Je pense que c'est difficile de bricoler. J'ai beaucoup aimé ton terme tout à l'heure, David. Chaque pays aussi, il y a les individus qui bricolent leur façon et chaque pays aussi bricole avec son histoire. Merci pour le rappel. Après, David, avant qu'on fasse une petite pause. Moi, je suis toujours titillé par l'idée que des personnes soient refermées un petit peu dans un cercle communautaire, c'est-à-dire avec des gens qui se ressemblent. On se reparle la langue qu'on connaît. Et puis, voilà, c'est l'intégration. J'aime pas non plus le terme d'intégration parce que je trouve que dire intégration, si c'est se déraciner de ses racines, ça me plaît moyen, même si ça serait une façon très pratique de rentrer dans un nouveau modèle. Donc, je suis pas à l'aise avec ça et en même temps, je me dis, mais moi aussi, je suis dans un milieu qui est un peu toujours le même. Ça demande. Enfin, pourquoi je vais aller vers les autres, je vais me frotter avec les autres? Non, naturellement, on est avec sa famille, ses amis, son cercle habituel, et on rentre dans des idées comme ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est bien de discuter, de rencontrer des gens, et c'est ça qui va nous sauver. Et si on ne dit pas à des gens, on n'a rien à faire avec vous, on ne vous comprend pas, on n'a pas envie de vous comprendre, on est aussi responsable que eux de leur communautarisation. Mais la condition, il faut aussi que l'interlocuteur veuille ce partage aussi. On est d'accord, c'est la base. Quand même. Moi, j'habite dans une rue où il y a énormément d'étrangers, beaucoup de Sénégalais dans la rue, et pas mal. Il y a une mosquée en bas de chez moi, donc je rencontre beaucoup de musulmans et tout ça. Alors, ils sont entre eux, ok, mais j'ai pas l'impression qu'ils veulent être entre eux. C'est simplement qu'ils se rencontrent et tout ça. Quand ils me voient, moi, je discute avec certaines personnes. Bernard, tu semblais avoir une inspiration de dernière minute. Oui, juste une inspiration de dernière minute et très brève. Ce que vient de dire David rebondit avec la réaction, me semble-t-il, de Marc tout à l'heure, que j'ai pointé aussi. L'importance des réseaux sociaux, ou avec les algorithmes aujourd'hui mis en place par de grands réseaux comme Facebook et autres, je ne suis plus en contact qu'avec des gens qui me ressemblent. Ou je peux. Ah ouais. Je n'aurai des réactions que des gens qui vont dans le même sens que moi. Ça, ouais. Et on refait, on replie. Intéressant. Le communautarisme numérique. Mais ça existe. Peut-être quelque chose à reprendre. C'est un vrai développement. Et tu vois que quand tu essayes de te préserver une fenêtre ouverte vers des trucs, vers des avis, un truc, mais dire c'est un tel, ça fait mal de lire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. C'est une épreuve de se confronter à ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et moi, des fois, je n'ai plus le courage de lire des trucs qui me désolent sans arrêt. Tu vas sur un groupe qui n'est pas ton avis pour t'informer. Mais alors, t'as juste envie il me vient une vision coucher, peut-être un peu plus légère pour introduire notre dernière partie. C'est celle peut-être d'une sœur catholique qui met son voile pour faire son jogging. C'est là-dessus qu'on se quitte pour un court instant. Éclairage, éclairage, éclairage. Sur une tendance de société, sur une actualité, un débat pluriel et surtout, de bonne foi. Éclairage. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans cette émission Éclairage consacrée à éclairer la polémique, puisque polémique il y a eu sur le hijab commercialisé et décommercialisé par Decathlon. Juste avant la pause, on a essayé de prendre un peu de recul, parce que c'est une affaire qui manque parfois beaucoup de recul, sur les faits, le contexte, et on a également posé quand même les vraies questions que ça peut poser sur la table, sur un ton badin ou plus ou moins hystérique. Dernière partie que j'ai introduite avec une image comme ça d'une sœur catholique qui voilée ferait son jogging pour aborder la notion du voile chez nous, entre guillemets, chez les chrétiens au sens large, dans la Bible. Est-ce que, par exemple, cette sœur catholique créerait les mêmes réactions que celles qu'on a eues là? Alors, Philippe, Marc. Faudra d'abord que tu me cherches la sœur qui va faire du sport avec du voile, mais c'est possible. J'en ai quelques-unes en tête là, mais je ne les ai pas vues courir pour être honnête, mais j'aimerais bien. Ben voilà, mais je spécial dédicace au couvent du Rheinacker, que j'aime beaucoup. Je prends l'exemple d'une sœur dont nous avions fait l'interview pour notre magazine Carrefour d'Alsace, et qui est une championne de vélo. Et quand elle va faire du vélo, une compète de vélo, mais elle a demandé à sa supérieure d'enlever effectivement et son voile et l'ensemble de sa tenue religieuse pour courir. Alors après, il y en a d'autres, parce que derrière c'est quoi? Suite à Vatican II, au niveau des ordres religieux en particulier, mais aussi au cœur même des prêtres, etc.,
le désir, c'était de banaliser, de ne plus avoir justement la tenue vestimentaire spécifique, mais d'être dans le monde, parmi le monde, avec le monde, et de ne pas se différencier. On a senti que c'était vraiment libérateur. Ce n'est pas l'objet de notre rencontre, mais le nombre de religieuses ou de prêtres qui se sont sentis libérés de pouvoir sortir de ce carcan, mais aussi qui ont pu exprimer combien ce passage-là fut difficile parce que le vêtement était aussi une forme de sécurité, était aussi une forme de protection personnelle. Mais aujourd'hui, on sent bien que l'on a une tentation d'un retour en arrière où il faut, là aussi chez les catholiques, affirmer par une tenue vestimentaire ce que l'on est, religieux, religieuse, prêtre. C'est intéressant aussi de voir, dans notre réalité chrétienne, quelles que soient les réalités d'église chrétienne, le socle de ce qui fait notre foi, ce que l'Évangile nous dit, nous sommes tous un peuple de prêtres parce que baptisés. La réalité, c'est celle-là. Et ce qui nous fait baptiser ne nous amène pas, a priori, à devoir mettre quelque voile que ce soit. Ah, parce que moi je viens d'un milieu plutôt un peu évangélique et maintenant ça fait quelques années qu'on n'en voit quasiment plus, mais j'ai encore souvenir que dans nos cultes évangéliques, une proportion importante des femmes se mettait un voile, notamment dans certains moments du déroulement du culte. À aujourd'hui, elles sont ultra minoritaires. Est-ce que du coup c'est une interprétation du message biblique, notamment peut-être de l'apôtre Paul, qui a des passages célèbres sur que la femme ne se découvre pas la tête, ou est-ce que c'est une question, comment on la traite nous en tant que chrétiens, et notamment d'un point de vue biblique? Alors, ce serait certainement intéressant de parler avec les personnes qui le mettaient, qui continuent à le mettre, et tout ça. Moi, j'essaye de voir ça comme une recherche de fidélité à quelque chose d'originel. Okay. Voilà, et donc de ne pas trop s'écarter, de ne pas trop se plonger dans la modernité, mais aussi, voilà. Donc c'est pas de l'anti-modernité pour moi, mais c'est simplement que des personnes sont en recherche d'authenticité et de fidélité à des valeurs et à des commandements aussi. Puisque voilà, les religions sont faites de commandements pour normaliser quand même les choses. Alors moi, ça me plaît pas et en même temps, ça me plaît. C'est-à-dire que ça me plaît pas dans le sens où je n'aime pas que la religion soit construite sur des contraintes, sur des amoncellements de commandements qui finalement sclérosent notre vie personnelle et nous donnent une sorte de nous crée un vernis de respectabilité en nous permettant en dessous d'avoir donc une hypocrisie en fait. C'est-à-dire que ça laisse la place à l'hypocrisie parce qu'il est très facile d'être hypocrite quand on a une couche de vernis devant soi. Ça, les punchlines de David, j'adore. Et du coup, ça, c'est le côté qui te plaît pas, et le côté qui te plaît? Le côté qui me plaît, c'est que ce sont des personnes qui essayent, comme je dis, de se bricoler une vie juste. C'est-à-dire que nous recherchons la façon de bien vivre. Et c'est très respectable. Et je pense qu'il y a deux façons de se faire de bien vivre. C'est ou bien de s'occuper de sa vie et d'essayer de la construire, de la faire évoluer ou de la sécuriser. Et l'autre façon qui m'insupporte, et que l'on voit dans les réseaux sociaux, c'est s'occuper de la vie des autres. Voilà. Donc, ou bien on s'occupe de sa vie, de son paillasson, de sa paille, et on essaye de résoudre ces petits problèmes, ou bien on s'occupe sans arrêt de la vie des autres parce que ça évite de nous s'occuper de nous-mêmes. Et donc il y a des professionnels de la vie des autres qui sont même là en train de dire à une femme qui veut mettre un hijab, mais non, il faut pas faire ça, je vais même écrire à Decathlon pour t'empêcher de le faire. Et tout. Mais occupe-toi j'allais dire un gros mot, occupe-toi de ta vie. Bon sang. Et donc, si tu défends la question de l'authenticité des valeurs, mais va tous les dimanches dans une église, fais quelque chose, travaille ta propre conscience, mais t'occupe pas de la conscience des autres. Voilà. Et ça, je pense que Jésus le disait d'une certaine façon aussi. En tout cas, il pointait clairement l'hypocrisie sous-jacente à des vernis, notamment des codes vestimentaires. Ça, il l'a pointé à mort. Voilà, ou la femme adultère sur laquelle on jette la pierre, au-delà du fait que c'était une femme adultère et tout ça, on s'occupe de la vie des autres, mais on s'occupe pas de la propre. Ok, très bien. Bernard ? Deux choses rapidement. Pas forcément rapide. Si, rapidement. Ce qu'évoquait Marc par rapport aux effets de Vatican II sur la tenue vestimentaire. Oui. Et en lien un petit peu avec le débat qu'on a eu, il y a une émission de télé qui permet à
des voix de se faire découvrir. The Voice. Oui. Ouais. On y a vu en France une musulmane Ménel. chanter avec un hijab. Mhm. On a vu en Italie une religieuse chanter avec son voile. Ok. Et elle a fait un parcours. Je veux dire, il y a des pratiques aujourd'hui d'identification de marqueurs. Ok. Dans la saison qui est en cours, on y a vu un transformiste. Un homme qui se transforme en femme et qui chante en femme. C'est quelle religion, ça? C'est pas une religion. Je fais exprès de décaler la chose. Ça t'intéresse, David? Non, non. Les transformistes. Hors micro, on en parle si vous voulez. Non, non. Je fais exprès Bernard, de pardon. décentrer un peu la chose en disant que on est là sur des représentations de la société dans laquelle on vit. Ok. Ouais. Et je boucle donc avec ce que disait David à l'instant, à savoir que il y a des modes de vie qui sont pas forcément les miens. Mais je vis à côté de gens qui vont à la mosquée, des gens qui vont à la synagogue, des gens qui vont au temple vietnamien bouddhiste, des gens. Je vis dans une société qui est devenue plurielle. Comment est-ce que moi, j'assume cette pluralité autour de moi? Ok. David, et puis ensuite peut-être Marc. Et en fait, il faut qu'on termine en Oui, gros, hein, presque. Hein. Je voulais juste revenir parce que c'était quelque chose qui m'avait intéressé dans l'étude de la loi de 1905, sur le fait que pendant les discussions, les débats qu'il y avait eu à cette époque, se posait la question de savoir si on interdisait effectivement le port d'une soutane, par exemple, dans la rue. Il y avait eu beaucoup de débats et il y avait donc des républicains à cette époque-là qui réclamaient que ce soit interdit. Finalement, ça n'a pas été interdit. Et finalement, il y a eu des débats, je ne sais plus je ne sais plus la personne célèbre qui discutait de ça, maintenant j'ai plus son nom en tête, et qui disait en fait, l'esprit de la laïcité, c'est que l'État ne voit plus les religions. Mhm. Ça ne les voit plus. Donc, il n'y a pas besoin d'interdire une soutane. Qu'il soit en soutane ou pas, de toute façon, on ne va pas lui laisser sa première place quand il fait la queue dans la poste et tout ça. Sauf si c'est une personne âgée, peut-être. Mais Ok. sa soutane, on ne la voit pas. Il peut nous la mettre sous le nez, ça sera un vêtement comme un autre. Si quelqu'un se met un poireau sur la tête, ça aura autant de valeur. Voilà, c'est ça l'idée. C'est que l'État, en tout cas, ne voit plus ça. Okay. Elle est neutre. Donc, elle s'en préoccupe. Non, la société civile fait ce qu'elle veut avec. Si maintenant je veux discuter sur la soutane et c'est la religion, s'il me parle de sa religion, je peux peut-être en profiter pour parler de sa religion et la critiquer si je veux, ou ne rien dire. Voilà, j'essaye d'être un bon citoyen au milieu des autres, quoi. Enfin, très bien. Sans être trop lourd. On est vraiment sur la fin, là. Je reprendrai ce que disait David tout à l'heure sur comment j'habite, l'expression de ma foi. Est-ce que j'ai besoin d'un signe? Moi, j'ai une croix et je ne renie pas, suivant la tenue, qu'on voit cette croix-là, parce que c'est quelque chose qui témoigne de ma foi. Et je serais d'une certaine manière malheureux si on m'interdisait de ne plus pouvoir la mettre. Pour autant, je mesure bien que pour l'autre, ça peut être mal interprété, ou c'est de se dire bon, mais tu veux absolument dire ta foi, mais est-ce que c'est vraiment respectueux de l'opinion de l'autre? Dans les débats qu'il peut y avoir sur la tenue vestimentaire des religieuses ou des prêtres, c'est quelque chose qui revient très fort. Est-ce que j'ai besoin d'affirmer à travers une tenue vestimentaire ce que je suis dans mon rapport à l'autre, ou est-ce que c'est finalement mon mode de fonctionnement, mon action, ma relation que j'établis au quotidien qui va révéler ce que je suis? Voilà, c'est une question de fond qui est en rapport avec ce que disait, mais laissons la liberté à chacun dès lors que ça ne crée pas de violence ou d'offense vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, à Strasbourg, je traverse souvent, je trouve que c'est important que mes frères juifs puissent porter la kippa dans la rue. Mais je sais aussi que c'est un acte parfois qui peut être un acte de bravoure, voire de courage, par rapport à des extrémismes qui s'affirment aujourd'hui. Pour terminer peut-être sur un ton très léger, continuerions-nous à aller chez Decathlon? Aucun problème. Aucun problème. Ah oui. Ok. Ou la question se pose ou pas. Go-Sport, voilà, Très bien. Ou Go-Sport, bien sûr. Attention, on est en train de courir. citer des Oui, marques. il faut. Voilà, je ne soutiens pas Decathlon plus que d'autres. Déjà, je me mets à courir le matin, déjà, ça serait bien. Il faut se mettre à courir. Voilà, Très c'est bien. ça. Bon, écoutez, alors on va partir du coup faire notre jogging, puisque telle est la résolution proposée pour nous tous par David, et donc ça nous donne l'occasion de courir vers la prochaine émission. À bientôt, toute l'équipe. Au revoir. Au revoir. Au revoir.